j'ai répondu immédiatement à la demande de Joël lorsqu'il m'a sollicité pour participer aux activités de l'Institut Jonatas, dont je suis les travaux, dont je suis l'activité, les témoignages que vous recueillez autour du 7 octobre et autour de, voilà, concernant ce cycle-là, sur l'exode des Juifs. Du monde arabe, d'Afrique du Nord, enfin du Maghreb comme du Machrek. Alors quand Joël m'a sollicité, il faut savoir, puisque vous avez eu la gentillesse, Erika, de raconter comme ça brièvement, avec des détails, voilà, que vous ne m'avez pas consulté, donc vous les avez trouvés sur différents domaines sur lesquels je travaille. C'est vrai que euh, j'ai professé et je professe encore tout le temps que je travaille l'éclectisme, c'est-à-dire que bien sûr que j'ai des sujets prédominants, mais voilà, il m'arrive de travailler sur des sujets dont je ne réclame ou dont je ne prétends nullement à la, comment dirais-je, à la spécialisation, mais qui m'intéressent suffisamment pour que je m'y penche, pour que je lise ce qui se fait dans le domaine. Et je dois dire que cette question-là des réfugiés juifs des pays arabes, l'exode, alors je sais qu'il y a plusieurs manières le déracinement, le grand déracinement, etc. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai directement travaillé, mais qui m'a toujours voilà, intéressé. Et je dirais que la seule incursion que j'ai eue, voilà, où j'ai pour le coup écrit, même si c'était relativement court, c'est l'article qui est paru dans le catalogue de cette exposition, qui a fait beaucoup parler d'elle à cause des retombées qui ont suivi son ouverture, l'exposition à l'Institut du monde arabe, première exposition où, alors qu'elle existait depuis 20 ans, cette institution décidait enfin de faire un cycle sur les trois religions, dont un, bien sûr, toute l'idée c'était d'en faire un aussi sur le judaïsme, donc sur les Juifs d'Orient. Alors, qui était quand même une exposition à caractère, on va dire, ethnographique, documentaire, voilà, mais qui, bien entendu, se développe, évolue dans une histoire qui est, enfin voilà, qui a suscité beaucoup de débats, de controverses, hein, dans lequel on a des lectures, moi, j'appelais ça le livre noir ou le roman à l'eau de rose, considérant, je dois dire, je le dis d'emblée, hein, pour ma part, que l'histoire, et là je me réfère toujours à des spécialistes bien plus que moi, peut-être le premier d'entre eux, Bernard Lewis, hein, qui dans son livre, dans les premières pages d'ailleurs, hein, de ces Juifs en terre d'islam, hein, pas rue chez Kalman Levy, j'étais très heureux d'inaugurer la nouvelle série de cette collection légendaire, hein, pour qui s'intéresse aux études juives qu'avait fondé Roger Herrera, et il s'était arrêté depuis sa disparition. Et donc, dans ce fameux Juif en terre d'islam de Bernard Lewis, il a, je crois, dans son introduction, cette phrase, je ne vais pas vous la dire exactement, mais quasi littéralement, c'est les Juifs en terre d'islam n'ont jamais été aussi heureux qu'ont pu l'être les Juifs d'Europe, et ils n'ont jamais été aussi malheureux qu'ont pu l'être ces mêmes Juifs d'Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire, qu'on la voit d'un œil, on va dire, critique, hein, toute la révision des 10, 20 dernières années, ou qu'on la voit avec un œil beaucoup plus, on va dire, plus serein, notamment sur la longue durée, pas la fin, effectivement, sur laquelle il y a un peu plus, me semble-t-il, de consensus. Il y a eu beaucoup d'ignorance, il y a eu beaucoup d'oubli, mais un peu plus de consensus. Effectivement, voilà, on se trouve, en tout cas, depuis que cette relecture ou cette révision de l'histoire des Juifs en pays d'islam ou en terre d'islam, c'est vrai qu'on se trouve un peu pris entre mais c'est un peu comme ça dans nos débats et dans nos controverses. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ou le livre noir ou le roman à l'eau de rose. Et je peux vous dire que dans les deux cas, ces deux interprétations, quelles que soient les preuves apportées, etc., sont récupérées
idéologiquement, politiquement, pour faire valoir un point de vue politique sur la situation actuelle, dans la mesure où quand on parle des Juifs en terre d'islam, voilà, très rapidement, on va être, comment dirais-je, incité à parler ben, voilà, du conflit, de l'état du conflit, et en quoi le conflit est-il moderne, c'est-à-dire il trouve sa source dans l'affrontement de deux nationalismes, ou bien le conflit finalement n'est que la dernière étape d'un vieux conflit de l'islam, du Coran, et là on va rechercher les sources premières pour dire voilà, c'était déjà écrit, c'était fatal, etc. À cet égard, je dois dire que la position la plus rare, hein, je vais tout de suite venir à notre sujet, rassurez-vous, mais la position la plus rare, la plus inédite en général, hein, vous avez mentionné à juste titre que je travaille beaucoup sur les intellectuels, et en général, il est plutôt fréquent de voir que un intellectuel qui est historien a une vision de l'histoire et tiens, comme par hasard, quand ça doit passer sur le côté politique, bah, ça correspond à peu près à la même chose, quoi. Il y a une sorte de vase communicant. Le premier, il est sans doute pas le seul, hein, mais le premier à avoir été en dehors de cela, si je puis dire, à surprendre en quelque sorte, c'était Albert Memmi. Albert Memmi, pourquoi? Parce que sur la question de la condition juive en terre d'islam, il était, comment dirais-je, c'est le premier en quelque sorte qui, dans les années 70, démontait le mythe de la coexistence judo-arabe, de la convivencia, etc., en disant voilà, tout ça c'est en fait à cause du sionisme, etc. Et là-dessus, Mimi disait non, non, attendez, pas du tout, c'était pas du tout sympathique, c'était pas du tout à l'eau de rose, c'était terrible, on se sentait humilié, on était brimé, on rasait les murs, les insultes pleuvaient sur nous, etc., etc. Donc voilà, il avait une lecture assez, on va dire, sévère hein, de ces relations des Juifs en terre d'islam. Et il disait même, hein, alors qu'il a écrit le portrait du décolonisé, le portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur, que j'ai eu la chance de faire traduire en hébreu et de faire connaître aux lecteurs israéliens ou hébraïques, eh bien, ça ne l'empêchait pas d'être sur le plan strictement politique, voilà, de lutter pour une réconciliation judéo-arabe et en disant, et c'est pas parce que je suis pour une réconciliation judéo-arabe aujourd'hui que je dois dire que ça l'était comme ça pendant 2000 ans. Voilà. Alors qu'en général, vous avez plutôt des continuités. C'était mal il y a 2000 ans et ce sera beaucoup mieux et ce sera terrible encore et c'est terrible encore. Là, Mémé était un petit peu particulier. Alors, voilà, j'ai présenté donc à l'occasion de cette exposition, dont j'étais un des membres voilà, comment dire, de la commission, pas comment on dit, le comité scientifique. Et mon rôle essentiel, qui était important sur le plan politique, c'était de faire la jonction avec le musée d'Israël pour que le musée d'Israël puisse prêter ce qu'il a de plus beau et effectivement qu'on pouvait voir lors de l'exposition. On m'a demandé, quand on s'est partagé les tâches, concernant le catalogue, d'écrire plusieurs articles, dont l'un portait sur le départ des Juifs de terre d'islam, du Maghreb et du Mashrek, et en essayant d'apporter, voilà, à la fois toutes les opinions et en apportant effectivement un peu plus, enfin toutes les thèses plutôt qu'opinions, excusez-moi, toutes les thèses et en apportant celles avec lesquelles je me sentais, on va dire, en sympathie intellectuelle. Voilà. Donc voilà mon incursion, je dirais, je ne vais pas dire ma légitimité, parce qu'un article, ça ne fait pas une légitimité, mais voilà, vous pensez bien que si j'ai écrit cet article, c'est que j'avais beaucoup lu et beaucoup travaillé au moment de la rédaction de cet article pour prendre en considération, pour prendre en compte, encore une fois, toutes ces hypothèses. Alors, euh, le sujet que j'ai voulu aborder, qui est un sujet, comment dirais-je, que je vais tenter de ne pas aborder d'une manière polémique, c'est d'essayer voilà, de relier ces deux expériences. Et je dois dire, et ce sera la dernière occurrence liée à cette exposition de 2021, c'est que bon, suite à la polémique qui s'est ouverte parce qu'on a accusé Lima de collaborer avec Israël, la puissance occupante, Israël, la réappropriation culturelle, c'est elle qui a voilà, qui a volé l'héritage, le patrimoine au lieu qu'il reste
ici ou là. Vous vous souvenez peut-être de la polémique, en tout cas, bien sûr, je m'en souviens assez bien. Et il se trouve que un écrivain libanais très connu, très célèbre, je dirais le plus grand écrivain libanais, alors disparu récemment au mois de, je crois, d'avril dernier, Elias Khoury, vous avez peut-être lu Les Portes du Soleil, écrivait un article. Alors pas directement sur l'exposition, mais à partir de l'exposition, bah, sur voilà, cette coexistence qui a mal tourné entre juifs et arabes. Et il a écrit un article qui me paraît être assez, comment dirais-je, assez innovateur hein, dans le discours arabe sur la question, puisque dans cet article, qu'il a intitulé les deux versants de la Nakba, eh bien, lui-même hein, assimilait le départ des Juifs des pays arabes comme voilà, l'autre versant de la Nakba. C'est-à-dire qu'il alors, je sais pas, il établissait une sorte de lien de cause à effet. Alors, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, ce n'était pas un article scientifique, mais enfin, puis c'est un écrivain, donc on n'a pas à lui demander une telle, enfin, une soumission à une méthodologie précise, mais en tout cas, lui qui avait beaucoup parlé dans son œuvre romanesque, est pétri hein, de cette confrontation, enfin confrontation en tout cas de cette coexistence avec des Palestiniens qui quittent la Palestine entre 47 et 1949 et qui arrivent au Liban, hein, comme vous le savez, la moitié des réfugiés, on va en dire quelques mots, la moitié des réfugiés, on ne le dit pas assez d'ailleurs, hein, mais la moitié des réfugiés est restée en Palestine. Quand je dis rester, elle a bougé, bien sûr, puisque c'est un exode, mais elle est passée de Palestine en Palestine. Un Palestinien qui est passé je sais pas, de Ashkelon ou Isdoud ou Ashdod à Gaza. Alors certes, il a quitté son foyer natal, mais il reste toujours en Palestine. D'où pour moi d'ailleurs le problème qui consiste à considérer qu'ils sont des réfugiés. Pas certain qu'on est réfugié, on peut dire réfugié de l'intérieur, mais on n'est pas réfugié au même titre que quand on quitte un espace politique pour un autre espace qui ne fait pas partie de la patrie. Donc la moitié partent en Cisjordanie, l'autre moitié, pardon, la moitié part en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l'autre moitié passe au Liban essentiellement, en Jordanie ou en Transjordanie comme on disait à l'époque, et un petit peu en Syrie. Et pour Elias Khoury, la Nakba de 48, elle se traduit, c'est pas un fait historique, c'est voilà la rencontre avec des réfugiés, des enfants de réfugiés, des petits-enfants de réfugiés, puisque comme on le dit souvent, la condition se transmet de père en fils. Alors, mais voilà qu'à pour la première fois, hein, et venant quand même d'un intellectuel qui avait milité pour l'OLP, hein, il avait été, enfin pour le Fatah, qui avait donné de son temps hein, pour la cause, même il était libanais, il n'était pas palestinien, il n'était pas enfant de réfugié. Ben voilà, il donnait une place, voilà, une place symbolique, parce que appeler, j'entends commencer par là, mais appeler du nom de la tragédie, on va dire, qui nourrit le ressentiment du monde arabe à l'égard d'Israël. Appeler la tragédie ou le drame commis par des pays arabes contre les Juifs du même nom de celui de la tragédie, etc., je dois dire que j'ai vu là quelque chose dont je pourrais dire que même les Israéliens n'en sont pas capables. Rarement, si on parle un petit peu parfois de Shoah arménique, l'Holocauste ou la Shoah arménienne, mais c'est très rare. On parlera plutôt de génocide, Retsach Am en hébreu. Donc voilà, on avait là effectivement une liaison qui était faite et dans lequel il disait, voilà, nous avons incontestablement une responsabilité dans ce drame qu'on a toujours plutôt étouffé, plutôt ignoré. Revenons, voilà, c'était pour mon introduction, et revenons, si je puis dire, aux abscisses et ordonnées du débat. Côté israélien,
J'ai commencé par le côté libanais et récent parce que ça n'a pas été très repris. Il a même écrit un article par la suite où il est un peu revenu là-dessus. Vous voyez comme quoi c'est jamais facile quand on fait une percée historique de s'y tenir. Voyons comment ça se passe du côté israélien. Parce que c'est finalement, quand je parle de similitudes et différences, c'est essentiellement des perceptions que nous avons les uns et les autres des événements qui m'importent ici. Alors, euh, si on remonte à l'histoire donc de 48 à nos jours, on voit bien que côté israélien, la perception de l'exode des Juifs d'Afrique du Nord et du Mashrek, enfin du Maghreb et du Mashrek, a connu, on va dire, des vagues successives. Bien sûr, il y a eu de nouveaux Israéliens fraîchement arrivés, d'Irak notamment, et d'ailleurs qui se sont organisés pour, créant le Wojak et plein d'organisations, années 60, 70, etc., mais sans obtenir réellement d'appui particulier. Je dirais pour deux raisons, me semble-t-il. Euh, Voire trois. Enfin, bon, la première, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on voit même en dehors d'Israël, c'est, comment dirais-je, une sorte de, j'allais dire concurrence des victimes. Ben non, justement, la non-concurrence des victimes, c'est-à-dire que entre tous les malheurs qu'ont pu connaître les Juifs en Afrique du Nord, dans le Maghreb et dans le Mashrek, et les malheurs qu'ont connus les Juifs ashkénazes, ça fait pas photo que on se focalise sur la Shoah et que l'exil, le départ, l'expérience traumatique de laisser du jour au lendemain sa maison, ses amis, sa patrie, etc., enfin sa terre natale, etc. Bah, voilà, c'était clair que ça n'allait pas prendre que ça n'allait pas occuper, je dirais, une place considérable. Déjà que la place de la Shoah elle-même, pour se construire en Israël, ça n'a pas été facile. Et on parle du procès Eichmann comme un premier tournant. Je vous vois au, au livre de Georges Bensoussan, Le crime impérissable, là-dessus. Euh, donc, mais voilà, il est clair que la Shoah fait écran. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas. Et je le dis avec d'autant plus de clarté que mais les Juifs eux-mêmes, enfin, on le voit très bien d'ailleurs dans les mémoires de Juifs de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, etc. Qui disent bon, bah, ok, on a connu des difficultés, des douleurs, mais voilà, il n'y a pas d'extermination. Bon, voilà, donc on se calme en quelque sorte. Donc il y a eu cette, je dirais, à la fois, voilà la tragédie par excellence, donc et qui cache, voilà, ou qui dissimule, ou, enfin qui fait que la tragédie le drame des Juifs du Maghreb et du Mashrek passe au second plan. La deuxième raison, alors on pourrait dire effectivement que de manière générale, culturellement, je ne vais pas dire la suprématie, je vais parler de la condescendance ashkénaze vis-à-vis des séfarades, donc c'est-à-dire, voilà, au-delà du caractère objectif, voilà, on va pas faire, en gros, on va pas- il y a pas de raison de faire beaucoup de place, d'autant qu'ils sont arrivés dans une certaine période de temps, à part l'Irak, sans leurs élites, etc. Voilà, et que le processus prendrait du temps avant d'accorder une reconnaissance plus substantielle, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, la troisième raison, je dirais, et là on est vraiment dans les années 50, et après je passerai aux années plus récentes, la troisième raison, c'est que si on ne reprend pas ou si on ne reprend pas à son compte euh, cette affaire, c'est que on considère, ou on tend à considérer, notamment au ministère des Affaires étrangères, que bon, la Nakba dont les Israéliens ont toujours voulu, hein, jusqu'à ce jour, voilà, qu'elle soit une parenthèse refermée. Hein. J'ai presque envie de dire, tout le débat entre Palestiniens et Israéliens, c'est que pour les Palestiniens, la Nakba n'est pas refermée. Hein. Ils disent d'ailleurs never ending Nakba.
dans la littérature, je pense à Abdelmana, etc. Je ne vais pas vous donner toujours toutes les références, je ne les ai pas forcément toutes de tête, et puis c'est pas un cours, hein, c'est une présentation succincte, mais voilà, où on parle de never ending, voilà, une Nakba permanente, voilà, elle n'est pas terminée, c'est pas, voilà, elle continue, l'occupation, la colonisation, etc., etc. Mais au-delà de ça, voilà, on va dire qu'il y a un moment traumatique qui s'est jamais refermé et qui ne se referme pas, et on le voit encore maintenant. Là où pour les Israéliens, ok, il y a eu ce qui s'est passé de 47 à 49, et puis maintenant, voilà, l'histoire a parlé. Le verdict de l'histoire a rendu son jugement. Bah, 750 000, alors 600 000, les basses estimations, 800 000, voire parfois, je vois 1 million, etc. Moi, je dis 750 000, j'ai pas compté, mais voilà, grosso modo, ça doit être autour de ça. Et donc, ben voilà, oui, c'est vrai, c'est regrettable, etc. Mais voilà, ça y est, les frontières ont été établies, déterminées. Ben maintenant, ben, il faut que chacun se débrouille. Voilà. Et dans ce contexte-là, si j'ose dire, la normalisation de la Nakba, et quand je dis normalisation, c'est-à-dire sa dissipation, je dirais sa quasi-disparition, il y a un autre argument qui est là pour, surtout si on argumente du caractère, on va dire, non moral de la Nakba perpétrée par Israël. Euh, Quand je dis caractère non moral, c'est-à-dire que la Charte des Nations Unies admet qu'en cas d'agression, et Israël a été bien agressé en 1947 et en 48 par la suite, eh bien, elle admet que la punition de cette agression puisse être l'obtention de territoires pris à l'adversaire. Et c'est ce qui explique que la superficie d'Israël est passée de 55%, c'était le plan de partage, à 78% les frontières de 67, et que jamais personne ne l'a contesté. Israël a été admis à l'ONU alors que la Galilée, etc. La seule chose qu'on a contestée, c'est Jérusalem-Ouest, puisque le texte de l'ONU prévoyait un corpus separatum. En revanche, le droit de la guerre et le droit de l'agresser, en quelque sorte, ce qu'est Israël, n'autorise pas à refouler une population qui est partie volontairement ou qui est partie parce qu'elle a été expulsée. Et, euh, et dans ce contexte-là, comme bah, il faut quand même expliquer pourquoi euh, il n'y a pas de droit au retour. Alors d'abord, vous le savez sans doute, on invente hein, l'argument, le faux, hein, mais ça a déjà été travaillé depuis, j'ai rien inventé, hein, je ne fais que reprendre les travaux de ce qu'on appelait les nouveaux historiens, c'est-à-dire que ce qu'on invente, c'est ceux qui sont partis volontairement, ceux qui sont partis volontairement parce ils ont peur de la guerre. En général, quand il y a la guerre, les gens ont peur. Regardez l'Ukraine, les gens se tirent. Le Liban, ils étaient au sud, ils sont partis vers le nord. Bon. À l'issue de la guerre, ils reviennent chez eux. Or, sachez que dès juillet 48, c'est une pause, une trêve dans la guerre. Ben Gurion donne l'ordre, tous ceux qui sont partis et qui voudraient revenir, vous ne les autorisez pas à revenir. Donc, on voit il comprend bien l'enjeu ici démographique, lié d'ailleurs à la démocratie pour le coup. C'est-à-dire, on a été une dictature, bah, qu'importe qu'ils reviennent. À partir du moment où c'est une démocratie, tout retour compte, parce que ça pèse sur l'équilibre démographique, qui a toujours été une préoccupation énorme du côté des autorités israéliennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme, alors, on invente que les armées, que les leaders arabes ont appelé les gens à venir, etc. Et on dit, ah, mais attendez, là, ceux qui sont partis volontairement, ils sont pas partis parce qu'ils avaient peur, ils sont partis parce qu'on leur a dit qu'il valait mieux venir. D'ailleurs, je vois même pas. Quand on y pense, l'argument est une débilité sans fond. Enfin, depuis quand on veut une armée qui veut envahir un pays, dit-elle à la population autochtone qui peut l'aider à trouver le carrefour, voilà où les Juifs habitent, et qui peut donner des renseignements, on leur dit non, non, venez d'abord chez nous, et après quoi? Enfin, voilà. Et pourtant, on a gobé ce mensonge-là pendant une quarantaine d'années. Et je le trouve encore parfois moins quand même souvent qu'auparavant, mais on le trouve quand même. Donc, quand l'argument c'est, mais attendez, ils sont partis volontairement, au nom de quoi vous ne les autorisiez pas à revenir?
Bah, la réponse, quand c'est pas la réponse des leaders et de leurs proclamations qui n'en sont pas, la réponse c'est ah, ben, en fait, on a procédé un peu comme dans l'entre-deux-guerres ou à la fin de la Première Guerre mondiale entre la Turquie et la Grèce, à un échange de population. Il y avait des Juifs en terre arabe, il y avait des Arabes en terre juive, eh ben, on a fait un chassé-croisé. Voilà. Alors, ça s'est bien sûr pas opéré de cette manière-là, puisque la Nakba juive ben, s'étale sur, on va dire, 2 décennies environ, un peu moins de 2 décennies. Là où la Nakba palestinienne, alors sauf si on adopte encore une fois l'attitude de la never-ending Nakba, elle commence en 47, elle se termine pas en 49. Il faut reconnaître en 50 aussi, parfois Israël procède à l'évacuation de populations limitrophes, en disant, allez, notamment autour d'Ashkelon, etc. Et le village arabe de Isdoud qui va donner lieu ensuite à Ashdod. Alors, bon, c'est quelques centaines, quelques milliers, etc. D'ailleurs, pour être honnête, il y a aussi certains qui vont revenir et quand ils viennent avec un drapeau blanc, les mains en l'air, etc. En général, on les autorise à revenir. Il y en a comme ça quelques milliers qui sont revenus. Alors, avec cette invention bureaucratique dont on est parfois très friand et très inventif en l'occurrence, c'est on les a autorisés à revenir, mais en revanche, on ne leur a pas donné la citoyenneté israélienne. Et alors la catégorie juridique pour les désigner, c'est ni plus ni moins que absent-présent. Voilà. Vous êtes présent, mais en fait, vous êtes absent par rapport par rapport aux institutions, donc vivant sans être relié à l'électricité, à l'eau, etc., etc. Et c'est Rabin en 92 qui a dit, OK, stop, tous ceux qui sont revenus dans les années 50, c'est là aussi quelques milliers, c'est pas une très grande population, depuis 1992 ont été voilà, reconnus comme citoyens israéliens d'une part et rattachés à l'eau, l'électricité, etc. Je reviens à notre argument. Dans les années 50-60, si on nous embête trop avec la question de la Nakba, on dit, mais attendez, il y a eu une Nakba complémentaire. Et l'attitude israélienne consistant à dire, bah, écoutez, voilà, dans le cadre d'un projet d'accord, eh ben, on ne demande pas de compensation pour les Juifs des pays arabes. Et vous n'en demandez pas pour les Palestiniens qui ont quitté l'État d'Israël. Voilà. Pour une raison très simple, hein. Alors, je ne sais pas si du côté israélien, on se fait une exacte idée des fortunes englouties, laissées derrière par les Juifs d'Irak notamment, ou de Libye, ou du Yémen, ou d'Égypte, etc. Il y a une chose qui est sûre, Israël, c'est exactement ce dont elle s'est emparée après la guerre, hein, puisque ça a été légiféré par une loi votée en 1950 qui s'appelle la loi sur les absents, les biens des absents. Voilà. On a fait un recensement en 49 et tout Palestinien qui n'était pas là au moment du recensement est considéré comme un absent et sa propriété est aussitôt voilà, réclamée, réquisitionnée et distribuée notamment au kibbutz, hein, grande partie des terres dont ils avaient. Et c'est comme ça que l'État d'Israël, qui, à la veille de la création, disposait de 7% de l'ensemble de la Palestine devenue israélienne, bien entendu qu'après 1949, dans les départs des 750 000, vous avez toute la haute bourgeoisie, les élites, etc., sans compter des propriétaires qui n'habitaient pas en Israël ou Palestine mandataire. Voilà, et tout ça va faire qu'Israël est euh, voilà, propriétaire de l'essentiel, on va dire, du pays. Bon. Donc voilà, années 50-60, on considère que voilà, ça s'équilibre, ça s'échange, etc. Et d'où le peu d'appui officiel apporté à toutes ces organisations qui, elles, indépendamment du conflit, estimaient qu'elles devaient obtenir des compensations financières sur les biens qu'ils avaient laissés. Alors, alors paradoxalement, si je puis dire, ou peut-être pas paradoxalement, c'est à partir d'Oslo, enfin dans la période qui va de Oslo à Camp David, 1993 à 2000, vous voyez comme tout ça est très lié à l'histoire du conflit et de sa résolution en l'occurrence, que les choses bougent, enfin que le débat va bouger. Pourquoi? Bah, d'abord parce que, sans rentrer dans l'historique des accords d'Oslo, mais dont vous savez donc sans doute que d'abord ce ne sont pas des accords, ce sont
au sens de traité de paix, c'est une déclaration de principe. Et cette déclaration de principe, elle dit deux choses. Elle dit, premièrement, pendant 5 ans, on va mettre une autonomie. Bon, voilà. Et deuxièmement, une fois les 5 ans après la mise en place de cette autonomie, on va pouvoir discuter de tous les sujets. Aucun débat ne sera exclu, y compris le débat sur les réfugiés. C'est ça les accords d'Oslo, c'est pas plus que ça. Quand on dit les accords d'Oslo, hein, car ils n'ont promis aucun État palestinien, ils ont promis aucun démantèlement de colonies, ils ont rien. Relisez, hein, ça s'appelle la Déclaration de principe d'Oslo, vous verrez que c'est un texte assez creux, assez maigre, hein, qui bien entendu, attention, indique une orientation vers quelque chose qui devrait avoir lieu, à ceci près, et c'est l'évaluation que je fais des accords, je dis toujours que même si la récompense devait être importante, il y a une chose qui est indéniable, c'est que l'échec des accords d'Oslo profite à Israël, ne profite pas aux Palestiniens. Et ça, personne ne peut le contester, et à plus forte raison dans le contexte de la guerre actuelle. Bien. Donc, dans ces années, on sait que les Palestiniens, la seule carte qu'ils ont, si je puis dire, c'est qu'ils savent qu'on va pouvoir discuter de la Nakba. Voilà. Et que la négociation sera âpre sur le mode de résolution. Et à ce moment-là, prenant compte ou prenant en considération que le débat sera âpre, on voit un intérêt assez significatif chez les autorités israéliennes, les affaires étrangères notamment, qui commencent à s'intéresser à la question, à dire, ah, attendez, là, maintenant, on a besoin de mettre ça en avant. Et ça va aboutir à cette évolution qui est quand même assez récente, à savoir qu'on va appeler la catastrophe enfin, la catastrophe, en tout cas le départ ou le déracinement, le grand déracinement des Juifs du Maghreb et du Mashrek, pour le désigner, on va prendre cette notion de Nakba. Et on va dire, bah voilà, c'est la Nakba juive, etc. Alors, est-ce que ça s'est beaucoup imposé? Pas énormément, on ne peut pas dire l'emploi, hein, mais c'est pas encore majeur. Il faut comprendre aussi que le mot même de Nakba a été introduit en Europe très tardivement. Le mot date de 49-50, mais globalement, on ne le connaît pas à l'étranger. En tout cas, je peux vous dire comment je fais la distinction. Quand je l'employais dans mes articles en français, je mettais comment dirais-je, en italique. Aujourd'hui, on ne met plus en italique. Voilà, parce que c'est rentré en quelque sorte dans le dictionnaire. C'est plus un mot étranger. Il fait partie du vocabulaire politique français, anglais, etc. Euh, alors, dans ce contexte-là, bah, oui, c'est vrai que les choses ont été rediscutées et je voudrais insister pour les quelques minutes qui me restent encore, je vais essayer de dire ça de manière un peu télégraphique, jusqu'où il y a comparaison, enfin, comparaison n'est pas raison, mais comparaisons sont toujours riches, hein, elles permettent de montrer ce qu'il y a de semblable et de ce qu'il y a de dissemblable. Alors, je dirais que si on se penche, j'en ai un tout petit peu parlé, donc je vais le faire assez vite, si on se penche sur la Nakba, bon, comme je l'ai dit, et c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas beaucoup, moi je le fais assez souvent, enfin récemment en tout cas, encore une fois, sur les 750 000, un peu plus de 350 000 vont en Cisjordanie, vont dans la bande de Gaza, c'est-à-dire vont dans en Palestine, mais qui n'est pas une Palestine indépendante, mais qui n'en est pas moins la Palestine. Les autres vont au Liban, en Syrie et en Transjordanie. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect dont je voudrais parler, donc la première, c'est que la moitié d'entre eux passent d'un endroit de la Palestine à un autre endroit de la Palestine. Et si je veux être un tout petit peu sarcastique, comme le sont beaucoup de mes concitoyens israéliens, ils vous diront, celui qui habitait Ashkelon ou Isdoud et qui est passé dans la bande de Gaza, il a fait 30 kilomètres. Voilà. Alors, en gros, vous n'allez pas nous gonfler pour 30 kilomètres. Voilà. Alors, en ne tenant pas compte, bien sûr, que dans cette manière un petit peu cruelle israélienne de décrire les phénomènes, de ne pas tenir compte que l'attachement
comment dirais-je, des Palestiniens à leur terre, mais il est tel que, les gens l'ignorent, mais il est tel que si vous passez, vous n'avez pas été réfugié, vous êtes dans votre village, machin, et vous allez dans un autre village, ben, vous êtes un étranger. Vous n'êtes pas natif du village. Donc il y a un rapport, mais comme en France, il y a des milliers d'histoires comme ça, j'imagine aussi en Belgique, où deux villages voisins, si vous passez de l'autre côté, c'est une mésalliance, etc., etc. Bon. Donc c'est pas, je ne veux, même si ce n'est que 30 kilomètres, pour reprendre cette boutade, bien entendu que ça change tout parce que c'est plus la terre natale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, là aussi, je le dis pour ne pas, on va dire, euh, surcharger ou surestimer la catastrophe de la Nakba. Il faut rester froid, hein, autant que faire se peut. C'est que pour ceux qui sont partis en Jordanie, en Transjordanie, pardon, en Syrie et au Liban, je veux bien admettre qu'ils sont alors des réfugiés, mais qu'ils partent en exil, puisqu'ils ne sont plus sur leur terre. Mais je dirais quand même que, objectivement, cet exil n'est pas comparable à ceux qu'ont pu vivre, ou que vivent encore, des populations qui se retrouvent dans des aires culturelles totalement différentes de celles d'où ils viennent. Bon. En gros, je veux dire, et attention, je n'ai pas encore parlé de ce qu'on a fait d'eux, mais on est parti, donc bien sûr que ça reste toujours individuellement parlant très difficile. Une transplantation n'est jamais une chose facile, surtout quand elle vous a été imposée, vous n'avez pas choisi de le faire. Mais donc, ils sont transplantés, ils passent d'un pays arabe à un autre pays arabe. La Méditerranée qu'ils ont, c'est pas celle qu'ils avaient quelques années auparavant, mais ça reste la Méditerranée. La religion dominante est l'islam, comme pour les réfugiés. La nourriture est à peu près la même. Alors attention, tout ça ne réduit pas le sentiment de la catastrophe, mais objectivement, c'est pas comme quand un réfugié part, je sais pas, les Juifs qui sont partis d'Europe, je prends pas la Shoah, les Juifs d'Europe qui sont partis volontairement en plus, parce qu'ils avaient le sentiment qu'il valait mieux partir et ne plus rester en Europe de l'Est, enfin en Europe orientale. Ils passent de Pologne à Paris. Ah ben, là, effectivement, il y a une vraie transplantation culturelle, il faut apprendre une langue, etc. Bien. Alors, ceci étant dit, donc vous voyez, là, c'est sur la part du fléau où je dis, bon, ben voilà, c'est ça qu'il y a eu, ok? Mais notons quand même que la moitié sont allés dans leur pays, mais pas là où ils étaient nés, et l'autre moitié dans des pays limitrophes. Ils ne sont pas allés à 1 000 kilomètres ou à 2 000 kilomètres, limitrophes. Euh, il est vrai que euh, dans la mesure où, si on analyse, comme je le fais, le conflit comme la compétition entre deux mouvements nationaux, je dirais qu'il était, comment dirais-je, de deux choses l'une. Ou bien, devant la défaite, il s'inclinait, ou bien il tiendrait, il ferait de cette mémoire le fer de lance d'un combat à venir. Et le verdict de l'histoire, vous le savez, ils auraient pu potentiellement, les Arabes, parce que les nations palestiniennes, syriennes, libanaises, tout ça, c'est des créations très récentes, hein, on est dans les années 48-50. Euh, Théoriquement, ça n'aurait pas dû poser un problème énorme. Euh, alors, et pourtant, ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas pour deux raisons. La première, c'est que, et ça, je le dis, je discute de ce sujet-là avec mes collègues, et voire des adversaires politiques. Je pense à mon ami Bertrand Rimini, que j'aime beaucoup, mais voilà, avec qui on n'est jamais d'accord sur cette question-là. En attirant l'attention sur quelque chose qui mérite quand même un rappel, c'est que si on chiffre, si la population palestinienne est désignée par les Arabes de Palestine, ce qu'on disait à l'époque, les Arabes de Palestine, c'est-à-dire dans les limites du mandat britannique après la séparation entre Transjordanie et la Palestine, donc le partage de Churchill. Nous avons en 1946, la veille d'un recensement qui est fait, nous avons 1 200 000 personnes. À l'issue des combats, alors vous avez ceux qui habitent Jenin, Ramallah, Gaza, tout le Carême, etc., donc tout ce qui reste entre les mains de la Jordanie.
ou la bande de Gaza, qui ne sont pas des réfugiés, ils sont chez eux, au contraire, ils accueillent même des réfugiés. Euh, Vous en avez 156 000 qui restent en Israël, ce sont les citoyens israéliens qui vont être à la fois désignés comme citoyens israéliens et dans le même temps soumis à une administration, pardon, à une administration militaire euh, qui va durer jusqu'en 1966. Euh, et donc, vous avez environ 750 000 qui, eux, ne restent pas chez eux, ni en Israël, ni ceux qui sont, encore une fois, en Cisjordanie dans la bande de Gaza. Et ça, attendez, honnêtement, dans l'histoire, des déplacements de cette proportion-là, je demande à être convaincu du contraire, j'en ai jamais vu. Voilà. Quand on parle, les Allemands qui ont été expulsés de Pologne, et des Sudètes, etc., les Indiens d'Inde et de Pakistan, etc., etc., c'est des chiffres beaucoup plus éloquents que ceux dont on parle, incontestablement. Mais c'est quoi? Combien c'est les réfugiés allemands par rapport à la population allemande tout entière? Pas grand-chose. Les Indiens par rapport à la population indienne, les Grecs qui vont quitter la Turquie pour aller en Grèce, les Turcs qui vont quitter la Turquie qui vont quitter la Grèce pour aller en Turquie. C'est peanuts. 5%, 10%, 15%. Là, attendez, là, 750 000 sur 1 200 000, désolé, c'est plus de 50%. Donc, quand un Palestinien sur deux se retrouve ailleurs, l'idée que, parce qu'il est dans un pays frère, un pays arabe, eh ben, il va rester tranquille. Bah non, ça ne va pas marcher. Et ça va d'autant moins marcher que, comment dirais-je, regardez le chassé-croisé sur lequel j'aime bien souvent revenir. Pour les Israéliens, en 48-49, ils se disent, bon, c'est vrai, là, je vois la cafetière fumante dans le village qui vient d'être évacué. C'est un peu dur, mais un, on accueille les Juifs rescapés de l'Holocauste, et deux, ils vont à 20 km ou 30 km de l'autre côté. Donc finalement, ils ne sont pas très loin. Et le chassé-croisé, c'est quoi? C'est que là où ils pensent que c'est ça qui va calmer le jeu, c'est au contraire la proximité avec la frontière israélienne qui font qu'ils se disent, attends, on ne peut pas imaginer ne pas se battre pour essayer de récupérer nos biens, nos maisons et revenir. Il faut bien comprendre, hein, la Nakba, c'est le fondement moral de la cause palestinienne. Moi, je dis toujours à mes étudiants, etc., quand j'en parle avec eux, je dis, imaginez la même victoire militaire d'Israël sans l'exode palestinien. Bon, bah, ils ont perdu. Très bien, dans une guerre, il y a un vainqueur, il y a un vainqueur. Là, non. Là, je le dis dans mon dernier livre, puisque vous le citiez, Erika, je dis ce que je sens beaucoup dans l'année que j'ai passée aux États-Unis et en France, puisque j'étais en 2023-2024, je n'étais pas en Israël, donc je n'étais pas en Israël le 7 octobre. Ce que j'entends beaucoup, y compris de gens libéraux, enfin d'élites pour qui la question de l'existence d'Israël va de soi mais qui me disent aujourd'hui, oui, mais attendez là, la justification par le lien à la terre d'Israël et la justification par la Shoah ne peuvent pas justifier que 100% de la terre vous revienne et que les Palestiniens aillent voir ailleurs s'ils y sont. Voilà. C'est ça que j'entends. C'est ça pour moi, c'est pas le LFI, tout ça. C'est pas sympa, c'est énervant, c'est scandaleux, c'est tout ce que vous voulez, mais moi, quand ça vient d'eux, je ne m'inquiète pas. Quand ça vient de gens pour qui Israël, bien sûr, doit exister. Mais attention, ça ne peut pas être sur 100%, parce que là, les deux piliers sur lesquels vous repose votre cause ne peuvent pas justifier l'absence d'une compensation faite aux Palestiniens, et autrement que sur la forme de Gaza Riviera, etc. Voilà. Bon. Dans ce contexte-là, vous imaginez bien la mobilisation qu'on fait donc de la cause des Juifs des pays arabes. Et là, l'ambiguïté ou la complexité, elle joue où? Et je terminerai là-dessus. Et s'il y a une première salle de questions, j'y répondrai, sinon je continuerai, je développerai. L'ambiguïté, elle est où? C'est que oui, les Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs du Machrek ont connu la condition du réfugié. Vous bouclez, alors avec des modalités différentes, hein. En Égypte, c'est l'expulsion manu militari pure et simple. Le plus souvent, c'est l'intimidation. Voilà. C'est-à-dire, on vous fait comprendre que vous n'avez pas tellement intérêt à rester sur place. Voilà.
Ça, c'est le grand échec du nationalisme arabe dont je dis, justement dans cet article que je citais tout à l'heure, dont je dis leur antisionisme, si ça avait été une idéologie authentique, aurait dû les pousser, les inciter à faire que les juifs, leurs ressortissants juifs, soient le modèle qui invaliderait l'hypothèse sioniste. Justement parce qu'on ne pense pas que les Juifs doivent se rassembler, on va vous montrer en Irak, au Yémen ou ailleurs que, voilà, ils n'ont pas besoin d'aller en Israël. Le sionisme est nul et non avenu, puisque regardez comment ils sont bien chez nous. Eh ben non. Et là, comparaison pour le coup et similitude pour le coup entre le mouvement national juif, sionisme et le mouvement national arabe en général, c'est-à-dire qu'on crée un nationalisme, avec des modalités différentes bien sûr, mais on crée dans les deux cas un nationalisme dans lequel, pour en vraiment en faire partie, dans la mesure où on ne parle pas de nation civique, mais de nation ethno-culturelle et linguistique, pour vraiment faire partie de la nation, eh ben, il vaut mieux être côté israélien juif et côté arabe et musulman. Donc il ne suffit pas de parler un juif qui parle arabe, c'est très bien, mais t'es tunisien, mais t'es pas vraiment le tunisien. Le vrai tunisien, c'est celui qui est musulman, même s'il n'est pas pratiquant, croyant, etc. Et la similitude numéro 2 entre les deux mouvements, c'est que, et ça c'est Mémy qui l'explique très bien, il parle de l'ivresse des jeunes nations. C'est comme ça d'ailleurs qu'il explique pourquoi il va en France. Il dit, moi, les jeunes nations, elles sont turbulentes, elles sont intolérantes, et comment ne céderaient-elles pas à l'idée de mettre la main, puisqu'ils vont devenir le pouvoir d'État, de mettre la main sur toutes les richesses que les réfugiés vont abandonner. Voilà. Pourquoi le FLN va-t-il se targuer de dire non, vous êtes nos frères, même si vous avez soutenu la France, mais vous êtes quand même nos frères, vous êtes des autochtones, même parfois bien avant nous, etc. Quand on sait que le départ des Juifs d'Algérie va permettre de mettre la main sur des biens et va permettre ben, de distribuer des postes et des terres et tout ce que vous voulez ben, à ceux qui font partie de la nation hardcore. Et c'est la même chose qui inspire Israël. Voilà. Alors, avec en plus peut-être la différence, je l'ai dit tout à l'heure, le truc démocratique, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'au suffrage universel, il y ait une majorité, comment dirais-je, consistante. Alors, c'est vrai que quand il en reste que 156 000, bah, vous avez en gros 75 à 80% de la population qui est juive, et c'est le cas encore aujourd'hui, avec, euh, enfin, appuyé notamment sur le fait qu'il y a une immigration qui permet de compenser les taux de fécondité qui autrefois étaient très différents, aujourd'hui sont à peu près semblables. Le problème, enfin, le taux de fécondité d'une femme musulmane aujourd'hui en Israël est de 3,14. Quand je dis musulmane, non, musulmane chrétienne et druze, 3,14. Donc au-dessous du taux de fécondité d'une femme juive, orthodoxe inclus, et qui est à 3,25. Bien. Dans ce contexte-là, Professeur, désolé. il faut s'arrêter. Alors, laissez-moi Non, ajouter une phrase, voilà, c'est une mon toute rôle petite de phrase, commencer à poser les importante. questions. Voilà, Désolé. sur l'ambiguïté, c'est que si le départ est identique à celui de n'importe quel réfugié, arrivé en Israël, bah, là, c'est plus la même chose, parce que c'est un réfugié avec son expérience vitale du réfugié, d'avoir tout laissé tomber, mais c'est aussi celui qui est rapatrié. Il revient chez lui. Et à cet égard, il ressemblera plus à l'Allemand qui quitte la Pologne et qui va en Allemagne, qui quitte l'Égypte et qui va en Israël. C'est-à-dire, c'est un rapatriement.